Bonjour à tous, je suis Corinne Manjou, journaliste à RFI. Je vous souhaite la bienvenue à cette 11e édition du Salon S'expatrier Mode d'Emploi, une édition 100% digitale. Aujourd'hui, plus de 3 millions de Français ont choisi d'aller vivre ailleurs. Mais pour réussir son expatriation, il faut l'anticiper et bien la préparer en amont, surtout quand on part en famille. L'expatriation en famille, c'est le thème de cette conférence. Pour en parler, 2 intervenants. Avec nous ici, Maître Frédéric Varin, notaire à Dittré dans le Maine-et-Loire. Bonjour Maître. Bonjour Madame Manjou. Notre deuxième intervenante est à distance, c'est Juliette Potin, coach professionnel chez Expat Communication. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour. Alors, Juliette Potin, avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot peut-être sur votre organisation. Expat Communication, qu'est-ce que c'est concrètement? Quelles sont vos activités? Alors, Expat Communication, c'est une entreprise qui a été fondée en 2001. Sa mission, c'est de transmettre les clés d'une expatriation réussie. Donc, raison pour laquelle je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Avec 3 piliers principaux, un Expat Lab, donc en fait une enquête que l'on réalise auprès des expatriés pour savoir quels sont les impacts sur leur vie en expatriation. Une Coach Academy avec des coachs professionnels comme moi qui sont formés pour accompagner les expatriés au départ et aussi dans leur carrière professionnelle, notamment les conjoints, pour définir un projet professionnel qui puisse exporter ou trouver du travail sur place. Et puis les sites Femmes Expat, Expat Value, qui sont une mine d'informations pour les expatriés à travers le monde. Alors, l'expatriation, vous connaissez, hein, vous avez été expatrié vous-même à différentes périodes de votre vie, dont tout récemment en famille. Comment se prépare une expatriation en famille, Juliette Potin? Alors, la clé, et ça, c'est pas moi qui le dis, pas uniquement moi qui le dis, ce sont tous les expatriés, c'est la préparation, la préparation, la préparation. C'est vrai que l'expatriation, on peut penser que tout va être génial parce que ça va être exotique, etc. Peut-être un petit peu moins en ce moment qu'on est en période de pandémie. Mais finalement, si on lève pas le pied assez haut, on peut se prendre les pieds dans la marche. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma présentation, mais j'ai une petite métaphore où on aime bien parler chez Expat Communication d'une plante verte. C'est pas comme si c'était une plante verte en fait qui se déplace juste d'une fenêtre à une autre. C'est vraiment une transplantation, l'expatriation. C'est-à-dire que on coupe les racines, on déracine cette plante-là pour la planter à un autre endroit. Et forcément, c'est pas sans heurts sur chacun des membres de la famille. Et cette plante-là, elle va devoir se réadapter, s'intégrer dans un nouvel environnement dans lequel il va y avoir peut-être des nuisibles différents, une terre différente, etc. Donc, il va falloir en prendre soin, en fait, de cette plante-là. Et le bon côté, c'est que cette plante, dans un nouvel environnement, elle va se déployer peut-être différemment de ce qu'elle aurait fait si elle était restée en France. Alors, quand on parle de famille, on parle d'enfants. La préparation, elle doit être plus minutieuse pour les enfants. Comment éviter, comment faire en sorte que l'expatriation ne devienne pas un piège pour les enfants? Alors, plus minutieuse, c'est vrai qu'il faut être attentif aux enfants. On a tendance, je pense, à croire que les enfants sont des éponges qui vont s'adapter facilement. C'est une des idées reçues de l'expatriation. Et en fait, ils vivent le déracinement comme nous, les adultes. Peut-être qu'ils le verbalisent moins bien. Et peut-être qu'aussi, étant donné que nous, on vit ce déracinement, on n'a pas forcément la possibilité de vérifier que tout le monde va bien dans l'équipage. Mais effectivement, les enfants, comme nous, vivent un deuil de quitter leurs amis. C'est traumatisant pour eux. Une adaptation. Moi, je sais que j'ai laissé mes enfants partir au school bus le matin en arrivant aux États-Unis alors qu'ils ne parlaient pas un mot d'anglais.
J'ai pas passé une super journée en fait. Bon, ils sont rentrés avec la banane, donc pas de souci. Mais voilà, c'est sûr que il faut être le plus possible attentif à ce qu'ils vivent parce que finalement ils vivent la même chose que nous. J'ai envie de dire aussi que c'est pas forcément que à l'arrivée ni pendant la période de l'expatriation, c'est aussi le retour aussi peut être un piège pour eux. C'est ça, parce qu'en fait, les enfants qui vivent une partie de leur enfance à l'étranger, on les appelle les TCK, en anglais les Third Culture Kids, donc les enfants de la troisième culture. Et ces enfants-là, en fait, on les appelle comme ça parce qu'ils acquièrent une culture différente de celle de leurs parents, qui n'est pas celle de leur pays soi-disant d'origine. Et en fait, c'est super, ça a des bons côtés, c'est-à-dire que ces enfants-là vont être bilingues, peut-être trilingues, ils vont avoir une intelligence émotionnelle excellente, ils vont avoir des facultés d'adaptation. Partout où ils seront, ce seront des vrais caméléons. Mais ils auront ce problème identitaire, en fait, de savoir à quelle culture ils appartiennent. Et voilà, ils vont pas forcément se reconnaître et ils vont avoir un sentiment de décalage avec leurs anciens amis finalement, avec la famille éventuellement. Donc voilà, il faut savoir que ça existe, il faut être vigilant par rapport à ça, par rapport aux enfants. Mm-hmm. Alors, il y a les parents aussi, hein. L'expatriation peut influer négativement sur le couple. Comment aider le conjoint, notamment le conjoint suiveur, à trouver sa place et à s'épanouir en expatriation, notamment professionnellement? Parce que les enfants vont à l'école, le conjoint collaborateur travaille et le conjoint accompagnateur, il est parfois un peu perdu. Oui, alors c'est vrai que cette identité de conjoint suiveur, c'est quelque chose qui vous tombe dessus un petit peu, on ne sait pas trop où. Enfin, moi, c'était dans l'avion au-dessus de l'Atlantique. Tout d'un coup, vous êtes une femme qui a toujours travaillé, alors ça peut être un homme, hein, quand même dans 9 cas sur 10, ce sont les femmes qui suivent le mari. Mais quand même, une fois sur 10, c'est l'homme qui suit sa compagne. Mais voilà, vous avez été élevée dans l'idée d'être indépendante. Pareil pour le monsieur, forcément, il a été élevé dans l'idée d'être indépendant. Et tout d'un coup, vous êtes la femme d'eux, ou le mari d'eux, ou la maman d'eux, parce qu'on va vous identifier en fait en tant que conjoint de votre mari ou maman de l'enfant qui est à l'école. Et donc, c'est pas forcément très très facile à vivre. Et c'est encore une fois quelque chose qu'il faut préparer, quelque chose qu'il faut anticiper. Et c'est ce qu'on fait en fait chez Expat Communication, c'est qu'on prépare avec le conjoint quel sera son projet, qu'il soit professionnel ou personnel finalement. Mais son projet en expatriation, c'est important que chaque membre de la famille finalement ait ce projet-là en expatriation. Au niveau du couple, les décalages aussi sont multiples. Il y a un décalage, donc on l'a dit, au niveau de l'identité. On se retrouve avec la femme d'eux ou le mari d'eux. On a un décalage aussi administratif. Donc on peut avoir des difficultés, par exemple, pour ouvrir un compte en banque à son nom, si on est sur le visa de son mari. On a des décalages aussi financiers, parce que on a peut-être quitté son travail, on ne retrouve pas, on n'a pas la possibilité de travailler sur place. Donc, on ne va plus, en fait, avoir cette indépendance financière. On va avoir un décalage aussi énergétique, en fait, on va dire énergétique. C'est-à-dire que le collaborateur va être à fond dans son travail pendant toute la semaine. Le conjoint va s'occuper de la maison, des enfants, etc. Et quand le week-end va arriver, où le collaborateur n'aura qu'une envie, ce sera de se poser tranquille, c'est là que le conjoint a envie de faire des choses, de rencontrer des gens, etc. Donc ce décalage, en fait, en termes d'énergie, a un impact aussi sur le couple. Ouais. Alors une question une question un peu plus personnelle. Comment avez-vous fait quand vous étiez en expatriation en famille? Comment avez-vous résolu ce problème personnellement?
Alors ça passe, je vais dire qu'il faut communiquer, mais ça passe quand même par des crises, hein. Faut pas se mentir. Moi, je me souviens notamment d'un épisode où j'étais très à l'écoute de mon mari, de ce qu'il vivait. Je vivais un petit peu par procuration, c'est-à-dire que moi, j'étais ingénieure de formation avant d'être coach professionnel comme lui. Donc, je comprenais très très bien les difficultés, les challenges qu'il avait. Et du coup, on débriefait à la fin de la journée. Il me racontait sa journée. Je le coachais déjà à l'époque. Et un soir, je sais pas, il s'est peut-être plaint un petit peu plus que d'habitude. Et là, j'ai explosé et je lui ai dit, écoute, c'est bon, on échange. Moi, je prends ton job. Toi, tu restes à la maison avec les enfants parce que, en fait, j'en peux plus, quoi. D'être à la maison, de faire les cours à distance en français, parce que nos enfants étaient à l'école américaine. Moi, j'ai envie d'avoir des vrais problèmes à régler, des challenges à relever. Je veux plus de cette vie à la maison. Et alors, comment vous avez fait pour vous réinventer? Alors, comment on fait pour se réinventer? Effectivement, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une coach professionnelle à mes côtés pendant l'expatriation. Je pense que je suis devenue la coach que j'aurais voulu avoir, pardon. Et vous m'entendez? On vous entend très très bien. Ah, pardon, parce que je vous vois plus tout d'un coup. Donc voilà, moi j'ai fait un petit peu mon trajet toute seule pour me réinventer. Mais c'est vrai que je suis devenue la coach que j'aurais voulu avoir, moi, en expatriation. De définir un petit peu quel était... faire un bilan, en fait, par rapport à mon expérience précédente, professionnelle. Ce qui m'a aidée, moi, c'était d'échanger avec d'autres personnes dans ma situation, d'autres conjoints, d'autres nationalités. Ça a été finalement aussi discuter avec des retraités américains avec qui je pouvais aussi faire un peu le bilan de leur vie professionnelle à eux. Donc ça faisait écho chez moi. Et voilà, et après j'ai fait un petit peu mon petit bonhomme de chemin, moi, mon introspection pour savoir ce que j'avais envie de garder de ma vie professionnelle précédente et ce que j'avais envie de nouveau. L'avantage, c'est qu'en expatriation, on peut finalement... c'est une chance d'avoir cette page blanche, d'avoir la possibilité de se réinventer. C'est finalement pas donné à tout le monde. Donc pour moi, ça a été une grande chance de dire, OK, je peux finalement rechoisir ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être. Et donc, voilà, j'ai pas trop mal réussi de mon côté. Quelquefois, la question se pose pas forcément en expatriation, elle se pose au retour. Donc, on accompagne aussi les conjoints au retour parce que sur place, ils ont trouvé des activités. Alors, quelquefois, c'est pas forcément une activité professionnelle, pas forcément un travail, ça peut être une activité bénévole. C'est intéressant en plus par rapport à la valorisation de ce parcours-là parce que finalement, il faut toujours penser au retour. Donc si on a une expérience, même si elle n'est pas salariée, elle est toujours valorisante dans un CV pour pouvoir retrouver sa voie au retour. Donc voilà. Voilà. Alors, quel est l'impact de la pandémie sur la famille en expatriation, Juliette Potin? Alors, effectivement, avec l'Expat Lab, cette année, on a choisi de faire des études, des enquêtes auprès des expatriés beaucoup plus resserrées pour avoir leur retour. Les expatriés vont pas super bien, le moral est pas super haut. On est à peu près à 60% d'expatriés qui ont le moral par rapport à 80% l'année dernière. Bon, on peut le comprendre, on est tous un petit peu dans cette situation-là, mais les expatriés, à la différence de nous qui sommes un peu coincés chez nous, eux, ils sont coincés, si vous voulez, à la porte. Donc, cette histoire de frontières et de ne pas pouvoir rentrer dans son pays, c'est quelque chose qui influe énormément sur le moral des expatriés en cette période. C'est pas la chose pour laquelle ils avaient signé, en fait. Quand on part en expatriation, on s'attend à pouvoir un peu vivre le pied entre deux pays, pouvoir faire des allers-retours s'il y a un souci.
Quand on laisse des jeunes adultes étudiants en France, on sait qu'on va pouvoir les retrouver pour l'été, aux fêtes, ou s'ils ont un souci, un coup d'avion, et on est finalement pas très très loin. Avec la pandémie, ça c'est plus du tout le cas en fait. Donc c'est très difficile à vivre pour les expatriés. Cette histoire de frontières fermées, la non-possibilité de rentrer comme ça facilement. Alors la fermeture des frontières et le confinement, c'est la double peine pour les familles monoparentales et les expatriés célibataires. Oui, ouais. Ils le vivent plus durement. Oui, alors j'ai pas les chiffres là, mais oui, effectivement, toutes les familles qui sont séparées. Par exemple, j'avais une maman qui me disait la semaine dernière, qui est à Pékin. Elle a 3 jeunes adultes étudiants qu'elle n'a pas vus depuis plus d'1 an en fait. Donc c'est difficile, quoi. C'est super difficile, ces familles séparées. Alors, comment faut-il faire une des solutions à ce problème, c'est la protection de la famille en expatriation. Oui, alors, par rapport à la pandémie, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais effectivement, c'est important de se renseigner par rapport déjà au pays, quelles sont les mesures de sécurité en vigueur. Bien s'inscrire en fait au consulat quand on arrive pour pouvoir être sur la liste des Français à l'étranger, pour être informé de toutes les informations concernant les frontières et puis les mesures sanitaires spécifiques. Ensuite, c'est important de protéger le conjoint, mais vous allez en parler aussi plus tard, mais voilà, de prévoir au niveau santé, parce que les couvertures de santé, les frais de santé peuvent être très importants à l'étranger. Dans certains pays, il y a aussi le frais par rapport aux écoles. Il y a les frais par rapport à la retraite, si on ne travaille pas et qu'on veut continuer à cotiser. Donc c'est important de protéger sa famille en termes de patrimoine, en termes de financier. Voilà, donc ça c'est quelque chose à préparer évidemment avant de partir. Merci beaucoup Juliette Potin pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes coach professionnel chez Expat Communication. Alors je me tourne vers vous, Maître Merci. Frédéric Varin, pour ce qui est de la protection de l'expatrié. S'agissant du droit privé international, le notaire, on le sait, est un conseiller clé. Vous intervenez tant en droit de la famille qu'en matière fiscale. Nous allons commencer par les régimes matrimoniaux et tout d'abord les fondements. Quelles sont les règles matrimoniales en France et à l'étranger, Maître Varin? Alors, je voulais juste rebondir sur ce que vient de nous expliquer Juliette aussi. On s'aperçoit effectivement que pour la vie quotidienne, on rentre très vite dans le bain quand on s'expatrie. C'est-à-dire qu'on se rend compte tout de suite qu'il y a tout un tas de choses à anticiper. C'est un changement dans la vie du quotidien et on y est confronté très vite. En matière juridique et patrimoniale, c'est, on va dire, beaucoup plus sournois parce qu'on n'est pas confronté aux problématiques immédiatement, le jour de l'expatriation, comme ça peut être le cas dans la vie quotidienne. Et c'est là qu'il faut se rendre compte et qu'il faut savoir en amont qu'il y a un certain nombre d'éléments qui jouent, notamment la nationalité, la résidence habituelle, le lieu de situation des biens, la nature des biens que possède une personne. Tout ça, ce sont des éléments qui vont en fait déclencher dans le futur éventuellement des situations juridiques qu'il va falloir régler. Alors, quand on s'expatrie, effectivement, on a un certain nombre de questions qu'on doit se poser et qu'il convient sur lesquelles, en tout cas, il faut prendre des conseils. Notamment, par exemple, on peut se demander, au sujet de la vie quotidienne, on est confronté à une situation qu'on pense stable, et en fait, il faut toujours se poser la question, quel est mon régime matrimonial actuel ? A-t-il été modifié à mon insu ? Est-ce que mon contrat de mariage est valable ? Si le régime matrimonial que j'ai déterminé ne me convient pas, comment je fais pour le changer ? Ça peut être une question, on va dire, de vie courante. Après,
on est aussi amené à se poser d'autres questions. Quand une situation ne peut plus perdurer, par exemple, j'envisage de divorcer, quelle va être la juridiction que j'ai intérêt à saisir? Celle de mon pays d'origine, celle du pays dans lequel je suis expatrié? Ça, il faut en avoir conscience aussi. Ça peut avoir un vrai impact. Pareil, au moment du divorce, quelle va être la fiscalité applicable à tout cela? Ce n'est pas forcément ce qu'on pense qui va se passer. Il n'y a pas de mutabilité automatique. Alors ça, on va y venir. Ensuite, également, quand on a des projets, on peut aussi encore se poser des questions. Par exemple, vous vous expatriez dans une situation où vous n'êtes pas forcément marié, pas forcément pacsé, vous envisagez de le faire une fois que vous êtes à l'étranger, parce que vous dites, tiens, c'est le moment un peu de je change de pays, vite, il faut que je me protège. Comment ça marche? Quel contrat on fait? Où est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il va être reconnu suivant la loi de quel État? Ça, c'est des questions sur lesquelles il faut être vigilant. Également, malheureusement aussi, on peut se poser ces questions lorsqu'on envisage une transmission. Alors la transmission, elle peut être envisagée du vivant, c'est-à-dire j'envisage de faire des donations partage, de protéger mon conjoint, de protéger mes enfants. Donc tout ça, il faut se poser les bonnes questions aussi. Est-ce que la donation que je vais réaliser va être valable à l'étranger? Est-ce qu'une donation partage, ça marche aussi à l'étranger? Une donation entre époux, un démembrement, vous savez, usufruit d'une propriété, on en parle souvent. Tout ça, est-ce que ça va être appréhendé à l'étranger? Il faut se poser ces questions-là. Et au même cas, malheureusement, il y a parfois des décès, surtout en cette période de pandémie, malheureusement, ça arrive. Il faut aussi donc s'intéresser à savoir quelle va être la loi applicable à votre succession et si la détermination de cette loi ne vous convient pas, comment on corrige cela. Voilà. Donc alors effectivement, quand on prend un peu la vie d'un individu, on arrive à la question que vous me posiez, qui était de se dire comment on détermine le régime matrimonial de la personne. Alors en fait, il faut distinguer, c'est principe du côté français, c'est qu'il va falloir en fait distinguer si vous êtes marié avec un contrat ou sans contrat de mariage. Si vous êtes marié sans contrat de mariage, en France, le contrat de mariage, ce n'est pas quelque chose qui est très 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 répandu. Il y en a, mais ce n'est pas non plus la majorité des couples. Vous avez par contre, dans la culture anglo-saxonne, c'est beaucoup plus courant. Alors, le contrat de mariage, oui, ça existe. Donc, si on n'en a pas fait, la plupart du temps en France, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, on va déterminer votre régime matrimonial en fonction donc, de ce qu'on appelle la Convention de la Haye. Alors, je raccourcis les dates pour pas que ça soit trop compliqué, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1992 sur les régimes matrimoniaux. Tous les gens qui sont mariés avant cette entrée en vigueur, le 1er septembre 1992, leur régime est celui, donc le régime légal du pays dans lequel ils ont établi leur première résidence. Avec, normalement, on estime, la Cour de cassation et la doctrine estiment qu'il faut une durée de 2 ans. Voilà. Quand vous êtes marié, sans contrat, ça fait 2 ans que vous êtes dans un pays, a priori c'est ce régime matrimonial, le régime légal en France, par exemple, communauté de biens réduite aux acquêts, qui va s'appliquer. Et ce régime, il ne bougera pas. Même si vous vous expatriez, ça va toujours être ce régime matrimonial qui va s'appliquer. Pour les couples mariés, à compter du 1er septembre 1992 et jusqu'au 19 janvier 2019, là c'est un peu plus compliqué. Sans contrat de mariage, vous êtes donc toujours marié selon le régime matrimonial du pays de votre première résidence. Là, il n'y a plus de conditions de délai. Cette période de 2 ans, elle est plus nécessaire. C'est une appréciation in concreto des faits, en fait. Et ce régime, malheureusement, il peut évoluer à votre insu. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, quand vous vous expatriez, au bout de 10 ans d'expatriation dans un pays, votre régime va changer tout seul. Vous allez adopter le régime du pays dans lequel vous êtes établi. Par exemple, il y a beaucoup de pays qui ne connaissent pas la notion de régime matrimonial. C'est un peu les principes. Donc, ça peut être le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons. C'est aussi le cas dans les pays d'Afrique du Nord.
Et dans ces cas-là, on dit que c'est assimilé à une séparation de biens. Donc vous pouvez d'un seul coup, au bout de 10 ans d'implantation, par exemple aux États-Unis, pour reprendre l'exemple de Juliette tout à l'heure, vous retrouver à être en fait considéré comme marié sous un régime entre guillemets de séparation de biens, alors qu'en fait vous pensiez être marié sous un régime de communauté réduite aux acquêts. Ce qui est complètement différent. Parce que par exemple en cas de divorce, ça ne va pas être la même chose. Surtout si l'un des époux réalise un certain nombre d'investissements à l'étranger. En régime de communauté, ça rentrerait dans la communauté. En régime de séparation de biens, ça appartient à l'époux qui réalise les investissements. Alors, donc ça, il faut garder ça en tête. Et pour tous les époux mariés à compter du 19 janvier 2019, là, pareil, il n'y a plus de mutabilité. Donc là, on fige le régime. Une fois que vous êtes mariés, c'est première résidence du couple qui fonctionne. Vous avez le droit de faire un choix. Vous pouvez désigner la loi applicable à votre régime matrimonial. Le nouveau règlement européen qui est entré en vigueur le 19 janvier 2019 donc permet de faire un choix. Dans ces cas-là, comment on fait ? On fait un contrat. Donc, pour tous les époux qui ont fait un contrat, là, on se fiche, j'ai envie de dire, de la date du mariage. On tient compte du contrat. On tient compte du contrat de mariage, exactement. Alors, attention, parce qu'un contrat de mariage, oui, mais le problème, c'est qu'il faut aussi se poser la question de savoir si ce contrat de mariage, il va être reconnu à l'étranger. Dans le pays de résidence. Exactement. Alors, comment il pourrait être, on va dire, questionné, ce contrat de mariage ? C'est à l'occasion notamment d'un divorce ou c'est à l'occasion d'une succession. Par exemple, des enfants d'un premier lit, ce genre de choses, pourraient avoir intérêt à démontrer que le contrat de mariage, il n'était pas valable ou ce genre de choses. Alors, par exemple, je reprends mon exemple tout à l'heure pour rebondir encore sur ce que disait Juliette. Dans tous les pays de droit anglo-saxon, la notion de contrat de mariage, elle n'est pas du tout perçue de la même façon que chez nous. Il vous faut, par exemple, le juge américain, pour reconnaître un contrat de mariage valable, il va vous demander que ce contrat, donc que chacun des époux ait eu un conseil impartial. C'est-à-dire qu'il faudrait normalement quasiment que le contrat soit rédigé par 2 notaires, ou alors un notaire avec un avocat pour chacun des époux. Un seul notaire, comme on le fait en France classiquement, vous avez des chances que le juge considère que chaque époux n'a pas eu son propre conseil. Et donc, il va vous dire que le contrat n'est pas valable. Il va demander également qu'il y ait eu donc, ce qu'on appelle un délai pour réfléchir. Il faut qu'il y ait 28 jours entre le moment où le contrat est signé et le mariage a lieu, avec l'envoi d'un projet. Moi, on voit beaucoup de clients qui viennent nous voir une semaine avant le mariage en nous disant « Vite, il me faut un contrat ». Bon, ça ne marcherait pas à exporter ce contrat aux États-Unis, par exemple. Il va vous demander aussi que dans le contrat, il y ait la révélation de tous les biens appartenant à chaque époux. Ce n'est pas courant en France. Alors, on le fait en France, mais pas forcément à chaque fois. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, avant de se marier, on fait la liste de chacun des biens qui appartiennent à chaque époux. Ce n'est pas quelque chose qui est... on le fait dans certains contrats, à la demande des clients. Mais généralement, ils ne nous demandent pas ça. Ils nous demandent un contrat de séparation de biens. On précise en fait quels vont être les pouvoirs des époux sur les biens, quels sont effectivement que les biens acquis avant le mariage ou reçus par donation, succession, ce genre de choses, ou qu'ils acquièrent pendant le mariage restent des propres, mais on ne va pas lister forcément les biens. Or, le juge américain, il va vous demander ça, et sinon il va vous dire que votre contrat, il ne vaut rien. Donc c'est ça dont il faut avoir conscience. Et même avec un contrat fait en bonne et due forme, le juge américain, il garde un certain pouvoir. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que même si le contrat est clair, qu'on a bien vu que par exemple tous les biens appartenaient qu'à madame et rien à monsieur, il peut très bien décider que sur le principe de l'équité, il va répartir les biens différemment. Alors que le juge français va être beaucoup plus lié par ce qui est écrit dans le contrat. Voilà, c'est ce qu'il faut un peu retenir. Donc, pensez à ça, vous expatriez, il faut absolument prendre conseil, aller voir votre notaire, demandez-lui qu'est-ce qui va se passer. Il faut qu'il fasse des recherches dans le pays dans lequel vous envisagez de vous implanter pour pouvoir, en fait, du coup, déterminer quel type de contrat de mariage on va faire. Est-ce que vous avez besoin d'en faire un ? Comment on va figer les règles, etc. J'imagine que les mêmes principes sont respectés en matière de divorce à l'étranger. Alors, en matière de divorce, c'est aussi, il y a toujours, là, c'est 2 questions qu'il faut se poser. Déjà, quelle juridiction est compétente pour traiter de mon divorce ? Alors,
une fausse idée serait de penser que la juridiction française va forcément être compétente. Il n'y a que elle qui va être compétente parce que vous êtes tous les deux français et vous êtes expatriés, par exemple. Eh bien non, c'est pas. Alors, elle est compétente parce que la France est liée par ce qu'on appelle le règlement européen Bruxelles 2 bis, qui fait état d'un certain nombre de chefs de compétences, au nombre desquels la nationalité des époux suffit à déclencher la compétence des juridictions françaises. Un époux est français, les juridictions françaises sont compétentes. Mais attention, dans le pays dans lequel vous êtes implanté, souvent le critère et un des critères retenus, c'est la résidence. À partir du moment où vous êtes implanté dans ce pays, les juridictions de ce pays sont aussi compétentes. C'est la loi du pays qui s'applique à vous. Alors, c'est pas la loi, c'est les juridictions déjà. Les juridictions. Oui. Donc, une fois qu'on sait si le tribunal saisi peut s'occuper de votre divorce, après, il faut se poser la question de la loi applicable au divorce. Et dans ces cas-là, alors c'est pareil, quand il s'agit d'un pays, si vous expatriez dans un pays qui est lié par le règlement Bruxelles 2 bis, le règlement européen, vous savez que en fonction, donc il y a tout un tas de chefs de compétences, donc si vous saisissez les tribunaux français, normalement l'autre pays va respecter cela, parce qu'il est lié par le règlement européen. Dans des pays qui ne sont pas liés par le règlement européen, Bruxelles 2 bis, vous pouvez très bien avoir une juridiction qui décide aussi de rendre une décision, ou en tout cas de se déclarer compétente. Donc là, ça peut devenir très compliqué. On est dans ce qu'on appelle normalement des cas de litispendance internationale. Ça veut dire qu'en général, c'est quand même la première juridiction saisie qui tranche. Donc on arrive à une stratégie de divorce, de savoir quelle juridiction va être la plus favorable pour moi. Par exemple, je suis l'épouse, j'ai intérêt peut-être grâce à l'équité à me faire attribuer plus de biens, je vais peut-être avoir intérêt à saisir plutôt la juridiction américaine, là où je suis implanté, plutôt que la juridiction française, qui va respecter à 100% le contrat de mariage qu'on avait fait avant de partir. Vous voyez un peu la stratégie qu'il faut mener. Toutes les stratégies sont en fonction des législations nationales. Exactement. Alors on a ce qu'on appelle les divorces Thalys, les divorces Eurostar, etc., qui sont en fait où il y a une véritable stratégie de savoir quelle juridiction on va saisir. Une fois que vous avez saisi la juridiction, il faut déterminer quelle loi va être applicable. Alors ça... effectivement, nous, la France, on est lié par ce qu'on appelle encore un règlement européen qui s'appelle Rome 3. Et donc, c'est cette loi qui va servir à déterminer donc, les causes du divorce et certains effets extra-patrimoniaux. Donc ça, c'est une chose. Mais du coup, on peut faire un choix de loi, notamment dans votre contrat de mariage, vous pouvez très bien dire que vous voulez que la loi applicable à votre divorce, ça soit la loi française. C'est possible de le faire. Mais il faut le déterminer à l'avance. Au moment où vous faites votre contrat de mariage. Voilà. C'est pour éviter cet aléa. Donc ça, c'est déjà une chose. Par contre, vous n'avez pas le droit de déterminer par avance quelle va être la juridiction compétente. Ce qu'on appelle les clauses d'élection de force, c'est-à-dire la désignation par avance du tribunal compétent, le règlement Bruxelles 2 bis ne les permet pas. Donc pour l'instant, on ne peut pas le faire. Voilà. Attention aussi en matière de divorce au divorce conventionnel, le niveau divorce sans juge. Donc le divorce sans juge... Consentement mutuel. Exactement. Alors, le problème, c'est que pour que votre divorce dans la plupart des pays du monde soit reconnu, il faut qu'il y ait un jugement. Or, le divorce sans juge, il n'y a pas de jugement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, certains États ont reconnu le divorce sans juge valable, mais peu en fait d'entre eux. Alors on a un nouveau règlement européen aussi, c'est le Bruxelles 2 bis qui va être refondu, qui va entrer en application le 1er août 2022, l'année prochaine, qui commence à prendre en compte ces divorces sans juge. C'est-à-dire que ce divorce sans juge va pouvoir circuler à l'intérieur des États européens qui ont donc adopté ce règlement. Mais c'est tout. À l'extérieur, ça reste encore compliqué. Et cette refonte du règlement... c'est déjà un premier pas, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tant qu'en fait vous allez avoir des enfants mineurs ou des questions notamment de prestations compensatoires, ce genre de choses, c'est-à-dire d'obligations alimentaires, ça c'est un autre règlement européen, c'est le règlement 4/2009. Et ce règlement, lui, il ne prévoit pas qu'un accord, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un divorce, puisse circuler. Donc en fait, pour l'instant, votre divorce conventionnel, il faut qu'il n'y ait pas d'enfants mineurs et qu'il n'y ait pas de prestations compensatoires ou pas de pension, ce genre de choses. Donc ça réduit quand même un certain le spectre, on va dire. Voilà. Donc attention à ces divorces conventionnels à partir du moment où il y a un enfant ou mineur, j'entends bien sûr, ou une problématique d'obligation alimentaire, même d'éléments d'extranéité à l'heure actuelle.
pas de divorce conventionnel dans un contexte international. On évite pour l'instant. Ça évoluera peut-être. Et en matière successorale, comment ça se passe maintenant? Alors en matière successorale, c'est pareil, on peut avoir de grandes surprises. Il serait complètement faux de penser que chaque pays représente, entre guillemets, une bouteille hermétique. C'est-à-dire que ce qui est en France sera réglé conformément à la loi française et ce qui est dans le pays d'expatriation va être réglé selon la loi d'expatriation. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc il faut avoir une vue globale des choses, il faut préparer les choses. Pourquoi? Parce que si vous ne préparez pas, la France va vous dire c'est la loi de la résidence habituelle qui s'applique en fait, c'est cette loi qui va être la loi applicable pour déterminer les héritiers de vos biens, où qu'ils se situent dans le monde. Vous habitez en Belgique, vous êtes expatrié là-bas, eh ben, la France va vous dire c'est la loi belge qui s'applique pour déterminer les héritiers à tous les biens, qu'ils soient situés en Belgique, en France, en Angleterre, au Belize ou peu importe. D'accord ? Après, on va regarder dans le pays concerné, lui, quelles sont ses règles de droit international pour voir s'il accepte cette solution ou si, justement, il désigne une autre loi. C'est ça qui rend les choses assez compliquées. Alors, si on repart sur, par exemple, on peut prendre un autre exemple qui va être l'Angleterre, par exemple. Eux, ils ont un système qui est scissionniste. Ils ne vont pas vous dire c'est la loi de résidence habituelle qui détermine la loi applicable pour déterminer les héritiers. Ils vont vous dire les immeubles sont régis selon la loi de leur lieu de situation et les meubles, c'est le dernier domicile du défunt. Ça veut dire que quand on prend un exemple, si j'ai un couple français expatrié en Angleterre et qu'ils habitent là-bas, qu'ils ont une maison en France, une maison en Angleterre, des comptes en banque en France, des comptes en banque en Angleterre, ce qui peut être le cas de chaque expatrié. Hein, je ne prends pas un exemple complètement farfelu. Ces gens-là, ils viennent, malheureusement, l'époux décède, par exemple, l'épouse vient voir le notaire français en disant voilà, je veux régler la succession en France, comment ça se passe? Le notaire français va lui dire c'est la loi britannique qui s'applique à votre succession. Mais la loi britannique va dire moi je garde la compétence pour l'immeuble, la maison située en Angleterre, pour tous les comptes en banque qui sont en Angleterre ou en France. Mais par contre, pour l'immeuble situé en France, je renvoie la compétence à la loi française. Et là, vous allez avoir une succession française qui concerne que l'immeuble français et une succession anglaise qui concerne l'immeuble anglais plus tous les comptes en banque où qu'ils se situent, en France, en Angleterre. Donc ça devient un peu compliqué. C'est plus complexe. On peut faire des choix de loi dans un testament. Vous pouvez dire je veux que ça soit la loi de ma nationalité qui soit applicable à l'intégralité de ma succession. Donc ça peut marcher. Alors attention, ça va être respecté, oui et non. Si vous êtes expatrié dans un pays donc, de l'Union européenne, c'est-à-dire un des 25 États sur les 27 qui a adopté le règlement européen sur les successions, ce choix de loi va être respecté. Certains autres pays qui ne sont pas des pays européens, par exemple le Canada, va aussi respecter le choix de loi parce que dans son droit interne, il prévoit qu'on peut désigner la loi applicable à sa succession. Il y a certains pays comme ça dans le monde qui le permettent. Mais vous avez d'autres pays qui ne le permettent pas et qui ne connaissent pas ce choix de loi. Donc dans ces cas-là, vous avez un risque que le choix que vous avez fait ne soit pas respecté ailleurs. En conclusion, Maître Varin, que faut-il anticiper avant un départ à l'étranger? Alors, avoir une philosophie épicurienne, ça peut être très bien, mais dans le cadre d'une expatriation, en tout cas sur le plan juridique et sur le plan patrimonial, danger. Voilà. Il faut aller voir votre conseil. Les notaires, on sait le faire, on est là pour ça. Préparez votre expatriation, c'est très important. Vérifiez votre régime matrimonial. Vérifiez si vous avez besoin d'en changer. Vérifiez également qu'est-ce que vous avez mis en place à ce jour. Donation entre époux. Donation entre époux, par exemple, elle est très très mal reconnue dans les pays étrangers. C'est une institution que la plupart des pays du monde ne connaît pas. Donc, vous pensez être bien protégé en ayant fait une donation entre époux comme on le fait en France très régulièrement, et à l'étranger, votre donation entre époux, la plupart du temps, ne vaut rien. Voilà. Vos démembrements en usufruit, etc., c'est dangereux aussi dans certains pays étrangers. Les États-Unis considèrent quand vous avez fait un démembrement, ils retaxent la valeur complète du bien au moment du décès parce qu'ils considèrent que vous avez gardé un intérêt sur le bien, ça vaut garder le bien, c'est pareil. Donc ça, il faut avoir conscience de tout ça. Donc,
passez un scan sur votre situation avec votre notaire pour analyser quelles sont les problématiques, analyser ce qui est applicable à vous aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient, est-ce que ça ne vous convient pas? Et si ça ne vous convient pas, eh ben, on a des correctifs. On peut faire un testament, on peut faire une désignation de loi applicable, on peut faire un contrat de mariage, etc., adapté au pays dans lequel vous allez aller pour pouvoir en fait vous prémunir de tous les écueils que pourrait vous réserver la vie. Alors, une dernière question avant de passer aux questions d'internautes. Est-ce que les ambassades et les consulats à l'étranger ont des compétences notariales? Alors, en fait, depuis 2019, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que les consulats et les ambassades ont perdu leurs compétences notariales. Donc, il faut aujourd'hui, donc pareil, toujours vous rapprocher. Alors, vous pouvez vous rapprocher du consulat et de l'ambassade, mais qui va vous renvoyer la plupart du temps vers votre notaire. On a maintenant tout un tas d'outils digitaux, etc., qui permettent en fait de trouver des solutions à vos questions, notamment en termes de signature d'actes, ce genre de choses. On a fait beaucoup de progrès, donc maintenant, le notaire n'est plus cet homme poussiéreux qu'on voit dans son bureau avec tout un tas de manuels derrière lui. Non, on fait du digital, on fait tout un tas de signatures d'actes à distance, ce genre de choses, c'est possible. Donc, on peut vous trouver des solutions. Voilà, merci beaucoup, Maître Frédéric Varin. Je rappelle que vous êtes notaire à Dittré, dans le Maine-et-Loire. Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer à la séquence des questions d'internautes. La première question, c'est pour s'expatrier en famille définitivement, quel visa faut-il avoir? Faut-il trouver un emploi pour tous les membres du couple avant toute démarche? Et quelle démarche? C'est une question, je crois, qui s'adresse plus à Juliette Potin. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre. En fait, pour les visas, il y a un site qui est pas mal, qui s'appelle Permits Foundation. Vous avez la carte du monde et vous verrez, en fait, si vous avez la possibilité en tant que conjoint de travailler dans ce pays-là. Après, il y a plusieurs types de visas propres à chaque pays. Donc là, il faut vraiment se renseigner auprès des ambassades. Je ne vais pas pouvoir répondre. Quant à la deuxième partie de la question, redites-moi. Faut-il trouver un emploi pour tous les membres du couple avant toute démarche? Et puis, quelles sont les démarches? Alors, ce sera propre à chacun, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si c'est important pour vous de partir avec un projet, c'est super de pouvoir essayer de commencer à le chercher à distance. Dans la plupart des cas, c'est pas possible, à moins que vous soyez envoyé, par exemple, par votre entreprise, qui est une entreprise internationale. Vous avez la possibilité de trouver un poste sur place. Si vous avez cette possibilité-là, faites-le, bien sûr. Après, ce sera beaucoup plus simple, une fois sur place, d'activer des réseaux, de se rapprocher des autres expatriés sur place pour pouvoir plus facilement trouver un travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément nécessaire, si vos conditions financières le permettent, d'avoir absolument un travail. On peut très bien s'épanouir, et moi je l'ai fait, dans un projet de bénévolat. Donc, dans les pays anglo-saxons, par exemple, c'est très très facile de trouver des postes en fait, qui sont vraiment épanouissants en bénévolat. Moi, par exemple, j'ai été présidente de l'association des parents d'élèves de l'école de mes enfants. J'ai fait de la levée de fonds. J'ai acquis des compétences vraiment que j'aurais pu valoriser sur le marché de l'emploi au retour. Donc, par contre, effectivement, trouver un travail, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous vous sentez de partir sans travail ou pas? Mais par contre, préparer son projet professionnel, commencer à se renseigner, savoir quelles sont les pistes possibles, les entreprises françaises présentes sur place, les réseaux. Ne pas hésiter en fait à contacter les gens directement. Il y a maintenant beaucoup de groupes sur Facebook, chez Expat Communication. On a un site qui s'appelle Femmes Expat où il y a énormément d'entraide aussi entre expats. Prendre des contacts, discuter avec des gens qui sont déjà sur place pour avoir des premières pistes. Et si vous êtes à l'aise avec ça, à ce moment-là, vous pouvez partir avec ça. Voilà, une question pour Maître Varin. Je suis français, ma fiancée est kenyane et on va se marier au Kenya. Quel est le régime matrimonial qui va s'appliquer par défaut?
Alors malheureusement, je ne suis pas une encyclopédie des différents régimes matrimoniaux du monde. Je ne serais pas forcément capable de répondre à cette question. Je pense que, alors quand même, par intuition, j'aurais tendance de dire que le Kenya a été très longtemps sous influence britannique. Et donc j'aurais tendance à dire que en fait, ça va être ce qu'on a assimilé à une séparation de biens. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de contrat, je pense que ça sera effectivement la loi. Donc ça va être, si vous êtes installé là-bas, hein, ça va être la loi kenyane qui va s'appliquer pour déterminer votre régime matrimonial. Et on doit, je pense, aboutir à quelque chose qui est assimilable à une séparation de biens. Une autre question pour vous. Quelles sont les conditions pour qu'un contrat de mariage fait à l'étranger soit valable en France ? Alors, ça va dépendre dans quel pays, et c'est toujours le même problème. C'est-à-dire, ça change en fonction des pays. Tout à fait. Dans tous les pays qui connaissent ce qu'on appelle le droit civil, c'est-à-dire les pays de droit latin, il y en a quand même 89 dans le monde actuellement. Donc, c'est tous les pays qui sont membres de ce qu'on appelle l'UINL, c'est-à-dire l'Union internationale du notariat latin. Il y a un site internet, hein, d'ailleurs, sur lequel vous pouvez trouver la liste. La plupart d'entre eux connaissent cette notion de contrat de mariage. Donc, un notaire va exister dans ces pays, il va être en mesure de faire un contrat de mariage. Donc, la plupart du temps, en France, ce contrat sera reconnu valable. Normalement, il n'y a pas de problème. Attention quand même à ce qu'il n'y ait pas de dispositions prises sur les obligations alimentaires dans ces contrats, parce que pour nous en France, ces dispositions ne seraient pas reconnues valables, ce sont des droits indisponibles, donc du coup on ne peut pas par avance en fait prendre des dispositions là-dessus. Après, quand on est dans un pays qui ne connaît pas le notariat, eh ben, il va falloir, ça va dépendre du pays en fait, hein, et de la forme du contrat, ce qu'il va y avoir dedans. Donc on va certainement donner effet, le juge français donnerait certainement, et s'il est compétent, hein, donnerait effet à un certain nombre de dispositions, peut-être pas à toutes en fait, en fonction de celles qui sont prises. Alors une question pour Juliette Potin. Quel est le coût moyen d'un accompagnement type coaching proposé par Expat Communication ? Alors, ça va dépendre si vous êtes financé par l'entreprise de votre mari ou votre entreprise, ou si vous le payez directement. Faut compter, si vous le payez directement, environ 2 000 € pour une dizaine d'heures d'accompagnement. Une autre question pour vous. Est-il compliqué de s'expatrier à plus de 40 ans en couple avec des ados de 12 et 16 ans ? Alors, plus compliqué pour qui ? Plus compliqué pour les parents, peut-être. C'est plus difficile de rencontrer. On dit que c'est plus difficile de faire des rencontres quand on a plus de jeunes enfants et qu'on ne peut plus rencontrer d'autres parents à la sortie de l'école. C'est vrai. C'est sûr. Ils sont à un âge, en fait, où ils quittent le nid, ils ont besoin de liberté. Et cette liberté-là, ils ne vont pas forcément l'avoir en expatriation parce que peut-être, c'était mon cas, moi, aux États-Unis, les distances sont plus importantes. Donc, du coup, on a besoin de les accompagner à droite et à gauche. Donc, ils ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes avant qu'ils aient le permis. Et puis, difficile aussi par rapport aux copains qui laissent sur place. Donc, est-ce que c'est plus difficile ? Moi, je ne peux pas répondre, mais il y a ces points-là. Chaque cas est particulier. C'est sûr. Tout à fait. Alors, une question pour vous, Maître Varin. Un testament fait en France sera-t-il valable à l'étranger ? Question subsidiaire. Mon Pacs sera-t-il reconnu à l'étranger ? Alors, première partie relative donc au testament. Attention, tous les pays du monde ne reconnaissent pas forcément le testament français. En France, on a 3 types de testaments. Le testament authentique, donc c'est rédigé par un notaire. Donc vous avez soit 2 notaires avec le testateur, soit un notaire avec 2 témoins et le testateur. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est dactylographié, c'est dans un acte authentique, c'est signé par tout le monde. Donc vous avez ça, c'est la première forme. Deuxième forme, c'est le testament holographe, c'est celui que la personne rédige de sa propre main. Entièrement rédigé de la main, daté, signé. Donc ça, c'est la deuxième forme. Et ensuite, il y a le testament mystique. C'est un testament en fait qui est remis sous forme cachetée au notaire. Ces 3 formes de testament, c'est des testaments de droit français.
Selon les pays dans lesquels vous vous expatriez, ils vont pas tous être reconnus valables. Par exemple, le testament holographe, qui est quand même le plus répandu, il n'est pas forcément reconnu valable dans la plupart dans des États du monde. Donc il faut quand même à l'avance, en fonction du pays dans lequel vous vous expatriez, pareil, encore passer un coup de scan, c'est-à-dire s'assurer que les dispositions qu'on a prises en France vont pouvoir être efficaces à l'étranger. Donc, en fait, il faut distinguer 3 groupes de pays. Vous avez les pays qui ont signé la Convention de La Haye de 1961 sur les testaments. Tous ces pays, ils vont dire, le testament, je schématise vraiment les choses, il va être reconnu valable dans la mesure où il a été fait conformément aux règles applicables dans le pays dans lequel le testament a été rédigé. Donc, ça veut dire que la France a signé cette convention de La Haye. Donc, si vous rédigez votre testament, par exemple, justement pour reprendre l'exemple de tout à l'heure au Kenya, s'il est rédigé conformément au droit kényan, la France va dire ce testament est valable. Alors du coup, mais par contre, ça se trouve, le Kenya ne va pas reconnaître le testament holographe qui a été rédigé en France. Donc en fait, c'est pareil, là, il faut aller regarder si c'est en fonction du pays dans lequel on s'expatrie, si le testament... Si le pays est signataire de la Convention de La Haye et a ratifié la Convention de La Haye sur les testaments, j'ai envie de vous dire, le testament français, on est sûr qu'il va être reconnu là-bas. Par contre, si c'est un pays qui n'a pas ratifié cette convention, il va falloir se poser la question de savoir si on n'a pas intérêt plutôt à le rédiger là-bas, parce qu'il sera valable conformément au droit local, c'est-à-dire au droit de ce pays, mais il sera aussi valable conformément, la France va le reconnaître valable parce qu'elle a ratifié la Convention de La Haye qui fait qu'elle va aller reconnaître les testaments établis à l'étranger conformément au droit local valable. Alors il y a ça, et puis encore une troisième forme qui sont les testaments internationaux. Ça, c'est pour tous les pays qui ont signé la Convention de Washington. Cette Convention de Washington met en place en fait la reconnaissance des testaments internationaux. C'est encore un autre type de testament. Donc quand le pays d'en face n'a pas ratifié la Convention de La Haye, on va quand même aller voir s'il n'a pas ratifié la Convention de Washington, parce que dans ces cas-là, on peut peut-être conseiller de faire un testament international. Donc c'est l'analyse à laquelle on va procéder en fait en fonction du pays d'expatriation pour savoir si vos dispositions testamentaires sont valables ou s'il faut les refaire. Et le Pacs à l'étranger? Alors le Pacs à l'étranger, attention, c'est pareil. Donc on a maintenant un règlement européen qui s'applique. Alors attention, simplement à 18 pays en Europe, pas à tous les pays d'Europe, c'est une coopération renforcée. Il est entré en vigueur, pareil, le 19 janvier 2019. Donc, à travers ces pays, au sein de ces pays, le Pacs va circuler, va être reconnu, il n'y a pas de problème. On peut faire des choix de loi applicables, etc. Attention, dans certains pays, le Pacs, la plupart des pays, ne confèrent pas de qualité héréditaire. C'est-à-dire qu'en France, d'être pacsé, ça ne rend pas le conjoint héritier. Il faut faire un testament pour le rendre héritier. Dans d'autres pays, par contre, ça confère une qualité héréditaire. Ça marche. Alors, et attention, dans certains pays du monde ne reconnaissent pas le Pacs. J'ai certains pays en Europe, ce n'est pas le cas. Donc il faut faire attention parce que votre Pacs, dans ces cas-là, il va être reconnu valable en France, par exemple, et pas forcément dans le pays d'expatriation. Une autre question pour vous toujours. Bonjour. Dans le cas des couples de personnes de même sexe dont le mariage n'est pas reconnu dans tous les pays, comment la succession sera-t-elle réglée si résidence à l'étranger et quid du contrat de mariage ? Alors là, c'est toujours un peu la même question, c'est que si vous résidez à l'étranger, la France, pour déterminer la loi applicable à votre succession, va dire c'est la loi de résidence habituelle. Donc il faut regarder après dans le pays dans lequel vous êtes établi, quelles sont les règles de droit international, c'est-à-dire est-ce que ça renvoie une compétence à la France. Par exemple, si le critère pour eux c'est loi de la nationalité, dans ces cas-là, il va y avoir un renvoi qui va s'opérer à la France. Dans ces cas-là, le mariage, comme il est considéré comme valable en France entre personnes de même sexe depuis 2013, j'ai pas de difficulté. On va considérer que le conjoint est ce qu'on appelle le conjoint survivant. Par contre, alors c'est après que ça va être plus compliqué si jamais la loi du pays étranger est elle-même compétente et qu'on est dans un pays qui ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe. Dans ces cas-là, on peut être effectivement confronté à des difficultés. La deuxième partie de la question, excusez-moi, c'était... Quid du contrat de mariage ? C'est pareil. Donc, dans ces pays qui ne reconnaissent pas le mariage de personnes de même sexe, on va avoir la problématique. C'est-à-dire que votre contrat de mariage, pour eux, il ne vaut rien. Parce que de toute façon, le mariage ne vaut rien par lui-même. Donc, le contrat ne va pas apporter quelque chose. Voilà, c'est la fin de notre conférence. Merci beaucoup à Juliette Potin, coach professionnelle chez Expat Communication, qui était avec nous à distance. Merci beaucoup, madame.
Et merci beaucoup, beaucoup, Maître Frédéric Varin. Je rappelle que vous êtes notaire à Ditry dans le Maine-et-Loire. Merci à tous. Au revoir.